Bonjour tout le monde. Avant que Fatima, tu ne commences la modération, je voulais juste demander 2 minutes pour saluer mon patron qui je vois en face, Kamara, et sans doute une personne extraordinaire. Et j'ai suivi avec attention depuis ce matin, il est connecté, il est en train de suivre ce qui se passe et je pense qu'il est de là où il est fier de lui parce que c'est ce qu'il m'a toujours dit. Il dit continue comme ça et il continue à nous guider, à nous apprendre, mais surtout aussi à diriger un peu tout ce qu'on essaie de faire. Et tout cela, aujourd'hui, c'est vraiment une fierté, un honneur et je suis très ému de le voir aujourd'hui, depuis ce matin, à suivre ce qu'on est en train de faire. Et on est très content, on le remercie infiniment. Mais c'est aussi souvent des occasions comme ça, lorsqu'on a de tels événements, on sait que la journée a bien démarré et on sait que demain, ça va être une belle journée aussi. C'est là où on peut demander à nos patrons aussi des doléances. Et aujourd'hui, on va demander, peut-être ce matin, j'en ai parlé avec Ibrahim Diawara et je profite aussi avec Kamala, c'est de voir pourquoi pas l'année prochaine en mode hybride à Abidjan avec Mediasoft Lafayette pour qu'on puisse organiser ça en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas au Mali avec Ibi Group, je l'ai dit tout à l'heure avec Ibrahim Diawara, et je me dis, ces deux personnes aujourd'hui, s'ils veulent, on peut faire beaucoup mieux que ça. Ils ont soutenu, ils observent, et aujourd'hui, en voyant leur engagement, je pense que le Cine Africa, pour la deuxième édition, qu'on le fait en format virtuel, et c'est là le plus avisé, ça pour qu'on le fait. Je pense que Kamala ici pour qu'on le fait en format virtuel. Et Ibrahim Messi est tout le monde. L'année prochaine, on peut le faire en format hybride. Des gens de partout, comme aujourd'hui, on a eu à Kigali, on a eu Boston, on a eu Washington, Canada, Alger, Tunisie, Côte d'Ivoire, Burkina, Niger, Dubaï. Partout, les gens sont connectés. Au Maroc, de partout en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce qu'on va le faire dans un pays africain pour que les gens se déplacent et viennent découvrir. Nous pensons que le Mali, la Côte d'Ivoire et pourquoi pas l'Algérie et le Maroc ou ailleurs, on peut l'organiser. Mais quand on a des capitaines comme ça avec nous, on les tord la main, on profite de ces genres d'événements pour leur demander encore. Kamala, il sait que je n'hésite pas à chaque fois à le solliciter quand on a besoin d'aide. Mais cette fois-ci, nous pensons que, vu la personne qu'il est dans son pays, la personnalité qu'il est, un tel événement, nous pouvons réfléchir sur la Côte d'Ivoire ou pourquoi pas le Mali, par exemple. En tout cas, merci Kamara, merci à tout le monde. Et je suivis avec intérêt et c'est toute la fierté de voir que j'ai la chance de côtoyer de telles personnalités et qu'ils ont accepté que moi, je sois le président. Et c'est là où je salue tous ceux qui ont participé depuis ce matin au nom de Kassi Haïtiala, qui, pour des raisons de famille, des raisons personnelles, il n'a pas pu être là pour un décès dans sa famille. Et il aurait souhaité être là, Kassem, avec nous aujourd'hui, mais il n'a pas été là. Et Moussadek Bali également, pour de telles raisons, n'a pas pu être là avec nous. Ils se demandent leurs excuses, mais ils savent qu'on a Kamara, on a les Ibrahim, on a tous les autres qui sont avec nous. Et plusieurs panels se sont déroulés ce matin. Il y a eu le panel en anglais avec Karim et tous les autres avec Jan qui ont pu travailler avec Wilema et également avec Imen qui sont modérés avec Puyo en anglais, Mohamed Kanté et tout le reste. En tout cas, merci Kamara, que Dieu te préserve et merci à toi Fatima et à tous les autres panélistes pour cet open mic. En tout cas, merci et très bon panel. Merci à vous. Je ne sais pas si l'ensemble des intervenants ils sont présents avec nous. Bonjour. Bonjour. Abdoulaye Kouré, je suis présent en effet. Okay. Donc, bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir dans le cadre de la deuxième édition du Salon interrégional du numérique en Afrique, le Cine Africa 2024, un open mic qui est dédié aux bonnes pratiques du DIA et qui a comme objectif principal la discussion des bonnes pratiques et des défis qu'on pourrait en avoir au niveau de l'intelligence artificielle ou bien au niveau de l'application de l'intelligence artificielle dans divers domaines tels que l'agriculture de la précision, l'enseignement et d'autres domaines en tenant présence de divers experts qui appartiennent à divers domaines. Et aussi, nos participants ils vont y avoir la chance de discuter leurs idées et poser leurs questions à nos intervenants pour y se débattre et y avoir plus d'éclaircissements concernant leurs questions et leurs inquiétudes concernant l'intégration de l'IA pour y résoudre un ensemble de défis qui sont réels ou bien des défis de notre monde réel. Au niveau de ce open mic, j'ai un autre invité d'honneur, M. Bakary Kamara,
qui est un expert en intelligence artificielle et développement. J'ai professeur Iman Chimlal, qui est une professeure universitaire au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca, plus précisément à la faculté des sciences BMSIC. Aussi, on a Madame Kauchar Hounani, c'est une ingénieure en agriculture de précision. On a Monsieur Ayman Adihou Badamassi, un entrepreneur au niveau de Robaluto, c'est-à-dire qu'on va en avoir aussi l'aspect entrepreneuriat en intelligence artificielle. Et on a Monsieur Abdoulaye Decour, qui est un écrivain et conférencier. Donc, d'après l'expertise de nos intervenants, on va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourra y en avoir au niveau des divers domaines en intégrant bien, en développant de nouvelles solutions de l'intelligence artificielle. Donc, la première question que je vais y adresser à mes intervenants, comment vous trouvez que l'IA pourra être utilisée pour y résoudre des problèmes qui sont bien spécifiques? Si on passe vers M. Kamara, si vous souhaitez y intervenir, par exemple, si on souhaiterait avoir le développement des solutions d'IA dans n'importe quel domaine, est-ce que vous trouvez que ça pourrait y résoudre des problèmes d'une manière qui est spécifique ou bien elle doit y être accompagnée par d'autres intervenants ou bien par d'autres techniques? Monsieur Kamara, on n'arrive pas à vous entendre. Apparemment, son micro est fermé. Maintenant, c'est bon. Toujours, on a un problème au niveau du micro, je crois. On voit que son micro est fermé. Il n'a qu'à déverrouiller son micro. Je pense que la position du micro elle est hyper loin, non? S'il y a toujours le même souci, on passe à un autre intervenant et on revient par la suite à Monsieur Camara. Oui. Donc, si on passe à notre intervenant, Monsieur Ayman Adjirou, comment vous trouvez que l'IA pourra y répondre ou bien pourra y résoudre des défis qui sont spécifiques, surtout en domaine entrepreneurial? Fatima, je pense qu'il y a un souci de son au niveau de Camara. Son micro est en mute, je pense. C'est peut-être Oui. si Camara nous entend, c'est de se déconnecter, de se reconnecter. Certainement, peut-être. Voilà. Je pense que la solution pour que Camara se déconnecte et se reconnecte. Le micro, il doit avoir un souci de micro. Oui, exactement, c'est ça. Si vous pouvez en répondre à la première question, Monsieur Ayman Adjirou, c'est comment on pourra y faire confiance à l'IA pour y résoudre des problèmes spécifiques, surtout dans le domaine d'entrepreneuriat. Est-ce que ça pourra y être la bonne solution ou bien on doit y faire intervention à d'autres techniques? Fatima, il me semble que la personne à laquelle vous faites référence n'est pas là non plus. D'accord, donc, donc vous êtes Monsieur Abdoulaye, n'est-ce pas? C'est ça, oui. D'accord.
Donc, en domaine de conférence, en domaine d'écriture des œuvres et ainsi de suite, comment on pourra y faire confiance à l'IA? Est-ce qu'on pourra y faire confiance à l'IA pour y résoudre les problèmes d'écriture, la correction des erreurs textuelles? Ou bien on doit toujours y faire référence à des experts qui sont humains pour y en faire ceci? Alors, bonjour à tous et merci beaucoup de l'invitation. Donc, je me présente à nouveau, c'est Abdoulaye Doucouré et je suis spécialisé justement dans un domaine qu'on appelle le traitement automatique du langage, NLP. Donc, lorsque vous parlez d'écriture, c'est précisément les sujets sur lesquels je travaille. D'accord. J'attends juste que le micro, Monsieur Camara, soit. Et donc, effectivement, il est possible, pour l'instant, de faire partiellement confiance à l'IA en termes d'écriture. Abdoulaye, Mais il faut. Oui. Abdoulaye, s'il vous plaît, je pense qu'il y a Camara qui essaie de se connecter. Donc, il y a une interférence à son niveau. Certainement, il a dû activer sur deux devices différents, mais il va revenir. Donc, vous pouvez continuer. Très bien. D'accord, donc, super. il faut quand même faire très attention à ce que l'IA écrit aujourd'hui. Donc, il faut faire attention pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, celle dont on entend souvent parler, c'est le principe d'hallucination. Parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne? Ce n'est pas de la réflexion, c'est de la prédiction de mots. Donc, si jamais l'intelligence artificielle prédit un mot, il va calculer la probabilité que le mot suivant soit pertinent. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il enchaîne des mots et quelquefois, il arrive que dans cet enchaînement de mots, l'IA raconte des choses qui sont fausses. Ça n'arrive pas tout le temps, ça arrive peu, mais c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc, on ne peut pas totalement lui faire confiance. Par contre, il est vrai qu'avec les méthodes qui s'améliorent de plus en plus et de plus en plus vite, on peut lui faire de plus en plus confiance. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas totalement déléguer sa confiance à l'IA. Pour avoir une image, je compare souvent à un stagiaire. Lorsqu'on prend un stagiaire dans son entreprise, quand bien même ce serait le meilleur des stagiaires, qui viendrait de la meilleure des formations, de la meilleure des écoles, ce stagiaire n'a pas la responsabilité de son travail. Et donc, c'est nous qui, en dernier lieu, sommes responsables du travail du stagiaire. Le client, on le voit comme un stagiaire. On peut lui faire partiellement confiance, mais il peut faire des erreurs. Et quand bien même il ferait moins d'erreurs, il faut quand même continuer à surveiller. D'accord, super. Et sinon, on souhaiterait en passer maintenant de domaine de prédiction des mots ou bien d'écriture vers un domaine qui est de plus en plus lié à tout ce qui est écriture, à tout ce qui est prédiction des mots, prédiction du texte. C'est le domaine d'enseignement et surtout au niveau du domaine d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Chimlan, par rapport à l'application, bien l'utilisation de l'IA pour la résolution des défis, bien des problèmes spécifiques au niveau de l'enseignement, tels que par exemple la correction des copies, la correction des QCM et aussi la vérification des textes. Et est-ce qu'il s'agit des textes qui ont été plagiés ou autre chose? Donc, d'abord, je remercie Classe Digital Africa pour l'organisation du sommaire interrégional du numérique de l'Afrique. Donc, je remercie Monsieur le Président pour l'invitation. Je remercie Monsieur Djebri pour l'organisation. D'abord, en tant que professeur de l'enseignement supérieur, donc j'aimerais parler, donc au lieu de parler des outils spécifiques de l'intelligence artificielle, d'abord j'aimerais parler des bonnes pratiques de l'intelligence artificielle ou des outils d'intelligence artificielle, bien sûr dans l'enseignement, mais aussi au profit de notre continent, l'Afrique. Donc, c'est pour cette raison, permettez-moi d'abord de divulguer, il y a des éléments essentiels
pour intégrer l'intelligence artificielle au sein de l'enseignement, soit primaire, soit secondaire. Donc, et je souligne le mot intégrer, parce que si on veut intégrer l'intelligence artificielle, une technologie avec une révolution majeure, donc on doit se baser sur, à mon avis, on doit se baser sur 3 choses. Donc, premièrement, les données. Donc, on ne peut pas parler des outils d'intelligence artificielle sans parler des données, d'accord? Donc, si on parle de notre continent, qu'est-ce qui est bien pour notre continent? On peut dire que si on n'a pas les données, on ne peut pas être que des consommateurs des outils et des technologies de l'intelligence artificielle. On a des compétences, on a des ressources humaines, donc on doit se baser sur, et on se focalise sur comment on peut collaborer ensemble pour avoir des données spécifiques. D'accord? Donc, avoir des outils d'intelligence artificielle spécifiques, on doit avoir aussi des données spécifiques à notre contexte et à la culture de l'Afrique. Donc, ça d'une part. D'autre part, on parle de la solution elle-même. Donc, bien sûr, au sein de l'enseignement supérieur, bientôt, on travaillera, et dès maintenant, on travaille avec des outils d'intelligence artificielle. Bien sûr, ce n'est pas réglementé, mais il y a des outils qu'on peut travailler avec, nous, les professeurs, et aussi les étudiants. Même avec ChatGPT, on peut travailler avec, mais il faut cadrer un petit peu la solution. Et en général, n'importe quelle solution d'intelligence artificielle, elle doit être un petit peu produite ou créée par nous-mêmes, les Africains, pour être vraiment taillés à nos contextes et notre culture. Et surtout, l'intégration du langage africain. Aujourd'hui, on a des outils, oui, on travaille avec des outils au niveau de l'enseignement supérieur, avec des outils d'intelligence artificielle. Mais ce sont des outils avec des langues qui, normalement, avec l'arabe, c'est timide. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, pour intégrer les bonnes pratiques d'intelligence artificielle, il faut se focaliser sur 2 choses, donc les données, les solutions et aussi les formations. Donc, en tant que formateur et enseignante, oui, on n'a pas les outils, on n'a pas l'infrastructure, mais au moins, on doit se baser sur la formation, sur l'éducation. Et si je parle de la formation et de l'éducation, on parle des concepts de base nécessaires. Donc, les concepts de base, comme les maths, les physiques, on doit avoir des formations solides dans ce sens. Et aussi, l'université, normalement, les universités africaines, maintenant, donc, elle est consciente et elle ne veut pas rater, normalement, elle ne veut pas rater le virage. Donc, pour cette raison, donc, elle est dans le bain. Donc, elle est maintenant, et aussi même au niveau du Maroc. Donc, il y a des universités qui ont commencé à avoir des formations en matière d'intelligence artificielle et aussi des masters. Il y a des écoles des ingénieurs, il y a des ingénieurs avec des compétences en intelligence artificielle. Aussi, on a notre centre international de recherche qui est doté d'un laboratoire de recherche dédié rien que pour la promotion de l'intelligence artificielle. Donc, à mon avis, donc avant de voir est-ce qu'on peut accompagner ces outils d'intelligence artificielle qui doivent être spécifiques pour un domaine bien spécifique, oui, normalement, on doit cadrer l'utilisation, mais aussi, ici en Afrique, on a des challenges autres que l'avancée de l'intelligence artificielle et l'usage de l'intelligence artificielle. Et moi, j'insiste, en tant que professeur, qu'on ne veut pas une génération qui consomme. On ne veut pas des générations qui consomment les outils d'intelligence artificielle avec leur forme d'origine, mais de créer des outils d'intelligence artificielle propres à nous. D'accord, super. Si je souhaiterais y faire ou bien y rebondir sur les interventions de M. Abdoulaye et Mme Chimlal, c'est que vous avez mentionné l'intérêt de l'utilisation de l'intelligence artificielle, soit pour la résolution des problèmes qui sont dédiés à l'écriture des œuvres ou bien l'écriture artistique, si on pourrait nommer ça dans le cadre de l'art numérique,
Et aussi, Madame Chounal a mentionné l'intérêt d'utilisation de l'IA au niveau de l'enseignement supérieur, et non pas juste l'utilisation, mais aussi c'est l'élaboration, le développement de nouvelles solutions d'intelligence artificielle en faisant référence aux étudiants qu'on a, aux chercheurs qu'on a au niveau de notre continent africain et en faisant confiance aussi à leurs compétences pour y en pouvoir évoluer. Si je souhaiterais revenir vers cet aspect-là, c'est-à-dire c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, plus précisément pour la résolution des défis qui sont dédiés à divers domaines, surtout en Afrique. Par exemple, si on passe côté logistique, côté e-commerce et ainsi de suite, on pourra avoir une intégration de l'IA. Donc, j'en tirerai profit de la présence de Monsieur Camara pour en discuter avec nous cet aspect-là, si c'est possible. Monsieur Camara, je pense que vous avez toujours un problème de micro. Non, pas encore. Monsieur Camara, si vous nous entendez, j'ai cru comprendre tout à l'heure que vous aviez deux appareils et il semblerait que c'est le micro de votre ordinateur qui ne fonctionne pas. Donc, si c'est bien le cas, il faut peut-être couper le micro de votre ordinateur et mettre en marche le micro de votre deuxième appareil. C'est toujours le même cas, on n'arrive pas à vous entendre. Alors, la question que vous posiez à M. Camara, c'était par rapport à l'utilisation spécifiquement en Afrique, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. Est-ce que vous voulez que je partage un petit peu peut-être un point de vue le temps que M. Oui, Camara... avec grand plaisir. D'accord. Donc, si j'ai bien compris ce que vous me demandiez, c'était comment est-ce que ça pouvait être utilisé spécifiquement sur le continent. Je pense qu'il y a diverses manières de rendre l'IA utile sur le continent. Et on voit beaucoup de choses qui se font, donc, notamment dans l'agriculture. Mais si jamais on parle des services ou de l'entrepreneuriat que vous aviez évoqué au début de l'Open Mic, par exemple, aujourd'hui, nous, un cas d'usage que l'on a, c'est lorsque un entrepreneur a besoin de se faire financer et que pour ça, il a besoin de faire rentrer dans son capital des investisseurs. C'est très compliqué de comprendre comment se déroule un financement. Un financement, c'est peut-être 50% de droit. Donc, comment est-ce que l'IA est utilisée pour pallier à ça? C'est qu'elle va passer du temps à expliquer étape par étape aux investisseurs les démarches qu'il faut entamer et les démarches qu'il faut suivre pour pouvoir mener cet investissement jusqu'au bout. Donc ça, c'est un des exemples d'utilisation, aussi bien en Afrique qu'ailleurs. Après, spécifiquement en Afrique, quelque chose qui se passe, c'est sur la traduction des langues locales, particulièrement celles qui sont écrites. Donc,
Aujourd'hui, si jamais vous utilisez les réseaux sociaux et que vous êtes par exemple sur Instagram, si vous faites bien attention, lorsque vous êtes dans des forums, Monsieur Abdoulaye, je crois que vous avez un problème de connexion. Madame Chimel, vous arrivez toujours à m'entendre? Super. Je pense, on souhaiterait y rebondir sur cette problématique-là, Madame Chimel. On pourra y en discuter aussi, tant que vous êtes spécialiste en enseignement supérieur, surtout au niveau des nouvelles technologies ou bien du domaine informatique. On pourra y en discuter aussi, comment on pourra y en utiliser ceci pour la prédiction des pannes qui sont similaires à ces pannes qui sont réseau, ou bien les pannes de communication. Est-ce que c'est possible d'utiliser l'IA dans ce sens-là? Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Par exemple, si on prend cette situation-là de cas où on pourrait y en avoir des perturbations au niveau de la connexion Internet. Est-ce que c'est possible d'en y utiliser l'IA? Par exemple, si on a des données qui sont précédentes par rapport à chaque pays, les flux réseau qu'on a, est-ce qu'on pourra y en avoir des prédictions dans ce sens? Donc, pour vous dire une chose, tout à l'heure, j'ai assisté au panel avec Monsieur le Président, Monsieur Amadou. Donc, il a dit un mot que je suis d'accord avec lui. Donc, l'IA, oui, on parle de l'IA, mais toujours le problème de connexion, la connectivité. Donc, ça dépend pas de l'outil IA lui-même. Donc, ça dépend, c'est quelque chose c'est de l'infrastructure. Donc, le problème de la connexion, il y a partout. Il n'y a pas que Mais est-ce ici. que ça ne pourra pas nous aider à y améliorer? C'est-à-dire, si on utilise quelques techniques de DIA, est-ce qu'on ne pourra pas y avoir plus de compréhension des problèmes qu'on pourra y confronter et par Oui, la suite oui, y développer de oui. nouvelles solutions? C'est dans ce sens-là que s'oriente ma question. Oui, oui, normalement, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et toujours, lorsqu'on a des problèmes, je ne dis pas que l'IA qui va résoudre le problème. Mais Lorsqu'on c'est juste d'abord, qu'elle va y être comme un point d'aide pour y éclaircir les choses et par la suite, on essaiera d'y développer de nouvelles solutions, n'est-ce pas? pardon? Ça sera comme un point d'éclaircissement pour l'ensemble des défis ou bien l'ensemble des problèmes qu'on pourra y en avoir. Et en se basant sur ces explications-là ou bien ces prédictions, on pourra y essayer de développer des solutions au niveau de l'infrastructure. Oui, on peut développer des solutions via l'IA pour résoudre le problème de la connexion. Oui, sûrement. Mais d'abord, on doit voir la base. Donc, si on a un problème déjà au niveau de l'infrastructure, on doit le détecter. C'est un problème technique ou un problème physique, on peut le résoudre d'une façon simple. L'IA, c'est pas quelque chose, c'est pas un bouton donc qu'on doit utiliser pour résoudre le tout. Il y a parfois des problèmes qu'on peut les résoudre avec un simple geste. Donc, l'infrastructure, si c'est un problème physique, on peut le résoudre d'une façon très simple. Ça veut dire que l'IA, c'est pas quelque chose de miracle. Il ne va pas apporter quelque chose de miracle. Donc, pour moi, c'est le problème de connectivité. Donc, ça, c'est un problème déjà divulgué pour l'ensemble des pays, même ici. En Afrique, oui, on a ce problème, mais lorsqu'on aura des conférences avec les étrangers en Europe, aux États-Unis, on trouve des mêmes problèmes. D'accord? Ouais. Et même pire, j'ai assisté à des conférences. Là, on assiste à la conférence soudain, on a des gens qui ont vraiment bouleversé notre discussion. D'accord? Donc, avant de poser, d'avoir travaillé avec l'IA, on doit d'abord définir le problème, limiter le problème. D'accord? D'accord. Monsieur Camara, j'espère que le problème du micro, il est déjà résolu. J'espère. Votre micro. Allô? Allô, oui, on vous entend maintenant. Vous m'entendez maintenant?
ça n'a pas été facile. Là, il semble que vos équipements refusent les ordinateurs et puis tout le mécanisme que nous avons mis en place ici. D'accord, il n'y a aucun souci. OK. Et donc, je pense que je prends avec du retard et je tiens à adresser mes salutations à l'ensemble de la communauté en ligne et une salutation particulière et spéciale au frère Diawara qui, depuis des années, de manière bénévole, essaie de travailler pour la formation des cadres et de la jeunesse africaine. Merci à Diawara. Je suis donc Bakary Camara, PDG de la société Mediasoft, du groupe Mediasoft Lafayette. Une expérience de 13 ans de banque et 29 ans en tant que fondateur et PDG de Mediasoft, comme je le disais tout à l'heure. On va parler donc de l'IA. Oui, moi, avant de parler de l'IA, je dirais d'abord que l'IA, intelligence artificielle, moi je ne parlerai pas d'intelligence artificielle, je dirais intelligence transposée, parce que là, on n'est plus dans l'artificiel, on est dans le réel. Pour le dire de manière assez claire, quand j'étais encore au lycée, j'avais un professeur japonais et il me disait pourquoi les kamikazes. Il dit les kamikazes représentaient l'instrument de combat le plus sûr parce que la bombe était sur le dos d'une personne. Et donc, c'est l'intelligence de l'homme qui dirigeait la bombe. Donc, avec ça, il n'y avait pas de moyen d'empêcher la bombe d'avancer. Et aujourd'hui, on intègre, on fait cette transposition. Donc, on transpose complètement l'intelligence humaine dans des équipements qui répondent comme des hommes. Donc, on n'est plus dans l'artificiel, mais on est dans du réel. Je pense qu'il y a un interlocuteur qui l'a dit tout à l'heure, l'intelligence naturelle. Donc, je parlerai moins d'intelligence artificielle et je parlerai plutôt d'intelligence transposée. Je pense que si on suit bien le monde avant d'arriver au cas pratique, je dirais d'abord que si on suit les activités, on est parti pour les élèves de notre fameuse table de multiplication. De la table de multiplication, on a eu des évolutions vers la table de Violaine, après les calculatrices ordinaires, les calculatrices scientifiques, les ordinateurs, les gros calculateurs, les supercalculateurs, les big data, et puis des big data avec toutes les données réunies. On fait une synthèse et on crée une machine qui se comporte comme l'humain, à partir des algos définis par un humain qui transpose sa vision des choses, sa capacité de calculer rapidement et partir. Donc, à partir de cet instant, on va venir à une réalité. Quels sont les cas pratiques que nous pouvons utiliser, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, partout, les découvertes sont utilisées de la même manière, mais il faut pouvoir les adapter selon le secteur, selon l'écosystème, selon l'environnement. En Afrique, je pense déjà qu'une fois encore, j'ai dit merci à M. Diawara pour tout ce qu'il fait pour réunir l'Afrique et souvent au cours de ce genre d'activité. Je pense que les avantages ici, on peut le dire, hein, l'intelligence artificielle ou bien l'intelligence transposée permet de concourir à ce qu'on a toujours fait. Je vous ai donné la progression, d'aller plus vite, de gagner en temps, de gagner en efficacité, de gagner en fiabilité et de gagner en sécurité. Aujourd'hui, quand je parle de gagner en temps, vous n'imaginez pas, nous sommes dans un pays où souvent les gens disaient on ne consomme pas les routes. Mais vous imaginez, si chaque personne, 10 000 personnes, 15 000 personnes perdent 2 heures chaque jour parce que les routes sont mauvaises, vous savez ce que ça fait comme perte à l'économie nationale? Quand vous allez dans les centres ou bien dans ce que je peux appeler dans les cités administratives, en bas de l'ascenseur, il y a 100 000 personnes, 100 000 personnes qui perdent 2 minutes, 30 minutes en bas de l'ascenseur, ils perdent du temps. Vous savez ce que ça coûte à l'économie nationale? Quand, avant la grande digitalisation, parce que moi, mon secteur en tant que Mediasoft Lafayette, je suis dans la digitalisation au niveau bancaire et les exemples vont s'adresser effectivement à ce niveau-là. Mais lorsque vous allez anciennement dans les banques pour les solutions de paiement, les solutions de consultation, vous imaginez combien de fonctionnaires
quittaient les bureaux et qui passaient la demi-journée dans les banques. Aujourd'hui, la transformation, la digitalisation, l'intelligence mise dans les différents appareils nous permet de gagner suffisamment en temps et en productivité et en aisance dans le cadre du travail. Donc, c'est des éléments énormément à soutenir. Dans le cadre de la banque, moi, j'utilise dans les applications bancaires, effectivement, dans les applications en ligne au niveau des banques, on utilise déjà depuis des années l'intelligence artificielle pour faire l'aide en ligne, pour faire des chats, pour faire peut-être même construire des discours et écrire des petits programmes, faire du petit scoring. Mais tous ces avantages-là, on est dans les créations humaines. Et la création humaine, il y a, dans la réalité du monde, il y a le plus et le moins, le oui et le non, le négatif et le positif. Et donc, dans cette réalité, elle existe partout. Et donc, si on veut, vous m'avez posé la question de savoir quels sont les inconvénients. Effectivement, il y a des inconvénients énormes. Mais si on veut traiter ces inconvénients, il faut partir de l'éthique. Il faut partir de l'éthique. Sans éthique, on a un problème. Donc, il y a énormément d'avantages dans l'intelligence artificielle, dans l'intelligence transposée, mais il faut de l'éthique. Je ne vais pas parler des cas spécifiques de l'Afrique, mais les secteurs que j'ai fréquentés, j'étais dans le secteur bancaire, et dans le secteur bancaire, dès que vous entrez, on vous parle du secret professionnel. Vous êtes soumis au secret professionnel. Cela veut dire que vous avez l'information, mais vous ne faites pas n'importe qui, n'importe quoi avec cette information. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, certainement, des données à caractère personnel, parce qu'on veut sécuriser tout l'ensemble de ces données qui sont dans les big data, dans les grandes bases de données. Et je reprends encore dans cette notion d'éthique. Quand j'ai commencé cette activité, je fais de la maintenance informatique. J'avais des agents qui faisaient cette maintenance. La règle que je donnais, c'était de leur dire, vous faites la maintenance, vous prenez le disque dur d'un client, mais vous êtes interdit, il vous est interdit d'ouvrir un répertoire du client pour lire ces données. Cela veut dire qu'il y avait déjà de l'éthique. Et aujourd'hui, je suis dans une organisation qui est le Black Hacker Ethic, une association que nous avons mise en place pour faire comprendre aux gens qu'on peut être hacker parce qu'on est suffisamment intelligent, mais positivement, notre intelligence pour mettre cette capacité au service. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle le Black Hacker Ethic. Et ça nous permet quand même d'apporter de l'assistance à beaucoup de structures en Afrique. Donc, pour aujourd'hui, l'IA, je dirais qu'il faut mettre l'éthique pour l'intelligence transposée. Parce que je dis l'intelligence transposée, celui qui met la machine en marche, il est responsable de la machine. Il a transposé son savoir. Il faut qu'il fasse en sorte que cette machine elle-même ne reprenne pas son algo pour recréer une machine dérivée. Parce que si on va dans les dérivés, on ne maîtrisera plus le système et le système sera contre nous. Il y a des exemples réels que je voudrais citer. Vous avez vu quelque part ce qu'on a fait des beepers. Vous avez vu quelque part ce qu'on a fait des appareils que nous avons créés. Si on ne prend garde, demain, vous allez arriver à l'aéroport, on va vous faire une tenue spéciale que vous allez porter, un avion pour vous transporter, un avion pour transporter vos colis, parce qu'aucun appareil ne sera sûr. Vous allez monter avec une tenue spéciale dans l'avion. Souhaitons que ça n'arrive pas et que les Africains et le monde entier travaillent à développer cette notion d'éthique au niveau de l'IA parce qu'on est à un pas de ne pas maîtriser notre création. Et il faut éviter cela. C'est ce que je voulais véritablement dire. Et si ceux qui ont été désignés pour répondre aux différentes questions, je reste à l'écoute et puis merci. Merci à vous, Monsieur Camara. Je tiens à signaler que vous avez mentionné l'intérêt de l'utilisation de l'IA et aussi d'y avoir précisé qu'on va y en avoir aussi l'aspect éthique lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui. Maintenant, si on souhaiterait en switcher vers un autre domaine, surtout qui nous touche plus au niveau de notre continent africain, c'est le domaine d'agriculture et surtout l'agriculture de précision. Comment vous en pensez, Madame Kauchar?
de l'utilisation de l'IA et les bonnes pratiques d'utilisation de l'IA dans le contexte de l'agriculture de précision? Non, mais je pense que dans le contexte de l'agriculture de précision, quand on est dans l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de traitements de données. Vous prenez n'importe quelle spéculation, la spéculation a ses règles, a les éléments à éviter, a un mode d'emploi et tous ces paramètres intégrés au niveau de l'intelligence artificielle nous permettra de faire de la surveillance. Aujourd'hui, vous avez des drones qui déclenchent des systèmes d'arrosage, des applications qui déclenchent des systèmes de surveillance. Et je pense que dans le domaine agricole, avec l'ensemble des données de précision que nous avons, nous pourrons améliorer la productivité, ça c'est un, contrôler les saisons et anticiper sur les modifications saisonnières pour que l'Afrique ne reste pas dans la faim. Parce qu'aujourd'hui, le paysan attend le 14 juillet parce qu'il s'est dit la plus grande pluie viendra le 14 juillet. Donc, le 14 juillet, je fais mes buts. Et puis, à un moment, le 14 juillet, le système a changé. Il y a eu un changement, un écart de 1 mois, et le paysan, il a perdu son année. Alors que si l'intelligence artificielle, avec les données à disposition, peut anticiper, dire attention, cette année, la pluie commencera en juillet ou bien en août et non le 14 juillet. Je pense que tout ça peut servir pour prévenir le paysan et contrôler son activité. Ce que je peux dire avec la petite expérience, je pense quand même qu'il y a déjà 15 ans, il y avait déjà même au niveau des modems, il y avait des modems qui étaient programmés avec les commandes AT pour permettre déjà des modems machine to machine de contrôler déjà l'activité agricole. C'est ce que je peux donner comme réponse à ce niveau-là. Si vous avez des réponses ou bien plus d'éclaircissements, vous pouvez le donner avec grand plaisir, M. Camara. Je n'ai pas saisi, s'il vous plaît. Merci. Si vous avez plus de détails, vous pouvez en ajouter. Sinon, on passe vers notre experte en agriculture de précision, Mme Kauthar Hounani. Oui, bonjour. D'éclaircissement. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Mademoiselle Hounani Kauthar, ingénieure spécialiste en agriculture de précision et spécialement en irrigation automatique. Donc, concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'agriculture, présente plusieurs meilleures pratiques. Premièrement, c'est la précision dans la culture, dans les cultures, l'utilisation des capteurs, même les drones pour surveiller la santé des plantes, optimiser l'irrigation et appliquer les intrants de manière ciblée. Deuxièmement, on fait les analyses des données collectes ou bien analyse des données sur les sols, la météo, les rendements pour prendre des décisions informées sur les cultures et même les techniques utilisées. Troisièmement, la prévision des récoltes, utiliser des modèles prédictifs pour estimer les rendements et ajuster les pratiques agricoles en conséquence. Quatrièmement, les gestions des maladies. Déployer des systèmes de l'intelligence artificielle pour détecter les maladies des plantes et à un stade précoce à l'aide des analyses des images satellitaires. Merci. Merci à vous, Mme Kauthar Hounani. Et ici, on souhaiterait y rebondir sur le bon pratique. Lors de l'utilisation de l'IA dans les divers aspects que vous avez cités, quelles sont les bonnes pratiques auxquelles on pourrait y en faire référence? Madame Kauthar, vous arrivez toujours à m'entendre? Oui, oui. Si on souhaiterait y en avoir plus de vision, ou bien plus de visibilité sur l'aspect des bonnes pratiques qu'on pourrait y en avoir lors de l'utilisation de l'IA au niveau de l'agriculture de précision. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez nous donner?
les bonnes pratiques dans le sens des maladies. On fait des modèles à la base de l'intelligence artificielle pour protéger les plantes contre les maladies. Même on peut utiliser dans le sens de l'irrigation automatique pour protéger. Allô? Oui, oui, je vous entends. Pour protéger le sol, même éviter le gaspillage de les intrants, même l'irrigation. D'accord, super. Maintenant, tant qu'on avait déjà rebondi sur l'aspect d'utilisation du lien au niveau de divers domaines et quels sont les avantages de cette intégration-là, du lien au niveau soit de l'agriculture, soit de l'enseignement, soit des arts numériques, soit dans n'importe quel domaine. Dans ce cas, on pourra y rebondir sur les défis qu'on pourra y confronter lors de cette intégration-là. Qui parmi vous souhaitera rebondir sur ce point-là, c'est-à-dire les défis d'utilisation ou bien d'intégration de l'IA, surtout lorsqu'on souhaitera y surmonter un nouveau projet de l'intelligence artificielle? Monsieur Abdoulaye, vous pouvez réagir? Je peux, ouais, effectivement, je peux m'exprimer dessus et encore désolé pour les légers problèmes techniques. Et donc, nous, on rencontre quelques défis, effectivement. Et les défis, il y en a un qui particulièrement m'a motivé à me pencher sur le sujet, c'est la question des données biaisées. C'est-à-dire que, juste pour rappel de la manière dont ça fonctionne, on entraîne les modèles à partir d'informations. Et donc, ces modèles, ils apprennent à reconnaître l'objet qu'on va lui mettre devant. C'est-à-dire que si jamais on l'a entraîné avec des données qui ne sont pas spécifiques à un contexte, je ne sais pas, si jamais on prend l'exemple du Sénégal dont je parlais tout à l'heure, et que au Sénégal, il y a tel type de plante à reconnaître, mais qu'on l'a entraîné avec des données ou des plantes qui viennent d'une autre région qui n'existe pas au Sénégal, on va avoir ce que on qualifie de biais dans les données, parce que les données, encore une fois, avec lesquelles il a été à prendre en compte dans les données. Et il y a également la difficulté dans le volume des données, parce que on parle de data et de big data, et le côté big data, c'est parce que pour entraîner ces modèles-là, on a besoin d'énormément de données. Et quelquefois, on n'a pas accès à cette quantité de données pour entraîner les modèles. Donc ça, c'est également un défi que... pour revenir sur l'exemple de la finance, on a également la problématique d'interprétation. C'est-à-dire lorsque, aujourd'hui, moi, je suis disons, je me mets dans la position de banque, un analyste qui peut accorder un crédit ou refuser un crédit. Si on me demande pourquoi est-ce que j'ai accordé ou j'ai refusé le expliquer pourquoi j'accorde le crédit à telle personne et pourquoi je le refuse à telle autre personne. Ça va être exactement la même problématique avec les modèles. Lorsqu'on va intégrer un modèle, il faut qu'on puisse faire le choix modèle auquel on pourra demander, en quelque sorte, d'expliquer pourquoi est-ce que telle décision a été préférée à telle autre. Donc, en termes d'intégration, pour les spécialistes de ces modèles-là et les data scientists, ils doivent tenir compte de ces sujets en fonction du domaine dans lequel ils vont travailler. S'ils sont dans la finance, dans le droit ou dans n'importe quelle profession libérale réglementée, ils doivent tenir compte des modèles
répondent à ces réglementations-là, alors que si jamais ils sont par exemple dans le marketing, dans l'agriculture ou dans des domaines beaucoup moins réglementés, là ils peuvent se permettre des choix un peu plus larges. Donc voilà, il y en a énormément, mais ça c'est peut-être 3 qui me viennent tout de suite, sur lesquels il est important de porter le regard. D'accord. Parmi les autres intervenants, est-ce que vous pouvez rebondir est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce point de défi lors de déploiement des solutions qui sont dédiées à l'intelligence artificielle? Oui, Madame Fatem Zahra. Donc, j'aimerais bien répondre à cette question. Donc, c'est intéressant pour moi en tant qu'enseignante. C'est une question qui m'interpelle. C'est presque relative et liée à mon domaine de compétences. Pourquoi? Parce que, à mon sens, je crois que parmi les défis en intelligence artificielle, c'est la responsabilité des formateurs et des enseignants vis-à-vis ces technologies, l'usage de la technologie. Donc, il faut apprendre aux étudiants comment utiliser d'une façon responsable les outils d'intelligence artificielle. Aussi, il faut être très vigilant et très compétent pour enseigner, pour former une nouvelle génération, donc une nouvelle génération avec une nouvelle capacité qui vont créer bien sûr des bonnes sciences, des nouvelles sciences et des bonnes sciences, et aussi des outils IA responsables et éthiques. Aujourd'hui, autre chose, je crois que pour notre continent, l'Afrique, l'avenir de l'IA en Afrique, il est lié directement à l'éthique. Pourquoi? Comme elle a dit donc, notre intervenant, Monsieur Decour. Donc, l'éthique, c'est un défi très, très, très essentiel pour intégrer l'intelligence artificielle au niveau de notre continent, parce qu'il y a des modèles derrière et des algorithmes derrière que nous, on ne sait rien. On ne sait rien de ces modèles, de ces algorithmes. Il n'y a pas une transparence derrière ces outils d'intelligence artificielle, chose qui peut avoir des solutions biaisées, des solutions injustes et discriminatoires. Autre chose, c'est concernant l'éthique en intelligence artificielle, c'est lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on parle des données. Donc ici, lorsqu'on utilise, nous maintenant, on sommes des consommateurs, alors on consomme un outil qui se base sur des données spécifiques. D'accord? Donc, ce sont des données qui ne représentent pas la culture ni le contexte de notre continent. D'accord? Donc, parmi les défis d'intégration d'intelligence artificielle à notre continent. Donc, c'est vrai que l'intégration d'éthique, ça résout le problème de l'égalité. Ça veut dire qu'on doit être tous égaux, mais réellement, non. Pourquoi? Parce que même on utilise, nous, des données qui ne sont pas propres à nous, à notre culture, à notre contexte. Donc, il n'y a pas une inclusion. Donc, ça abuse l'inclusivité. D'accord? Un autre point qui, à mon sens, je crois qui est un défi pour notre continent, c'est le partenariat université-entreprise, université et l'industrie. Donc aujourd'hui, on doit penser à ça, on doit penser à avoir une collaboration et partenariat. Oui, il y a des partenariats maintenant au niveau pour le Maroc, mais ça reste timide. D'accord? Donc, on doit renforcer l'esprit de partenariat université, entreprise, université et industrie pour exploiter de l'innovation, pour avoir des produits propres à notre continent, adaptés aux problèmes de notre continent. Des produits d'intelligence artificielle permettent de résoudre les problèmes d'agriculture, de la santé, de l'éducation, les problèmes et les domaines qui sont vraiment des domaines vitaux et prioritaires pour notre continent. Merci. Merci à vous, professeur. Si on souhaiterait ensuite vers la partie agriculture, quels sont les défis dans le domaine de l'agriculture, quels sont les défis qu'on pourra y confronter lors du sûrement des solutions IA? Premièrement, c'est la manque. Oui. Allô? Oui, je vous entends. Premièrement, c'est la manque de formation de l'équipe
concernant les ingénieurs agronomes. Deuxièmement, même montre les informations claires. Montre les données de qualité, même. Oui, je vous entends, Madame Kautar. Vous avez mentionné que c'est le manque de la qualité de données ou bien le manque d'informations. Oui. En tant que dernier point. Même les décisions qui prennent par les algorithmes de l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, si on souhaiterait y rebondir, on pourra y en citer qu'on avait introduit tout ce qui est aspect intégration de l'intelligence artificielle en domaine d'enseignement, en domaine d'agriculture et aussi en domaine des arts numériques et dans divers domaines qui sont, et pour y répondre à des problèmes qui sont bien spécifiques. On avait parlé aussi de l'aspect d'éthique, l'ensemble des défis qu'on pourra y en confronter dans n'importe quel domaine. Et si on souhaiterait y en clôturer cette session-là en donnant exemple à des solutions qui ont été, ou bien des exemples d'innovation durable qui ont été déjà mises en place à notre continent. Si chacun de nos intervenants pourra nous présenter en quelques mots un exemple réel de solution qui a été déjà déployée pour essayer de motiver les gens d'y avoir des solutions dans ce sens-là. Et aussi pour pouvoir clôturer cet open mic vu la contrainte de temps qu'on a. Si je pourrais commencer par Monsieur Abdoulaye. Est-ce que vous pouvez nous en citer un exemple d'une solution ou bien d'une innovation basée sur l'IA, spécialement dans le domaine d'écriture des œuvres? Est-ce que ça existe déjà? Est-ce que c'est en cours de préparation? Oui. Alors, sur l'écriture des œuvres, je sais que au Mali, il y a des sujets de création de livres pour enfants en langue locale, et en particulier ce week-end, par exemple, j'ai rencontré également une auteure qui crée des livres pour apprendre les langues locales aux enfants. Et donc, parmi les langues, il y a, en plus de français et de l'anglais, le bambara, le soninké, le peul et le wolof. Donc, il y a les livres, il y a la version audio. Et là, maintenant, le chantier qu'elle est en train d'ouvrir, c'est permettre, grâce à l'IA, aux enfants de s'entraîner à trouver les mots et les équivalents de ces mots dans les différentes langues locales. Et sa cible, ce n'est pas que les Maliens qui sont sur le territoire national, mais également les Maliens de la diaspora, parce que leurs enfants grandissent en parlant la langue du pays d'accueil, mais pas forcément la langue de leurs parents. Donc ça, c'est un exemple qui se fait, par exemple, qui se fait au Mali notamment. Fatima, je ne vous entends plus. Je pense que je vais, pour clôturer ce panel, je pense que Delaire et M. Camara et tous les autres ont des emplois de temps assez chargés. En tout cas, je voudrais remercier moi personnellement notre président d'honneur, M. Bakary Camara, pour son soutien depuis 2010 et aussi, mais surtout pour son soutien depuis 2020 pour le CDA. Je rappelle que lorsque nous avons décidé de mettre le cluster Digital Africa, c'était en discussion ce jour-là, je me rappelle, avec ses collaborateurs, notamment Bandje Fofana et aussi Ouattara. Et ce jour-là, on était en train d'échanger. En discutant, on parlait de technologie, de travail qu'on était en train de faire, nous, au niveau du groupe famille, mais au niveau des médiations Lafayette, mais aussi de plusieurs personnes. On a décidé ce jour-là. Et c'est là où moi, je dis, bon, tiens, je pense qu'il est nécessaire qu'on lance le cluster Digital Africa. Aujourd'hui, comment je pense qu'avec ton équipe du côté d'Abidjan, on peut être fier parce que le CDA, c'est 50 000 membres de par le monde aujourd'hui et des personnalités. Et on est très fiers de ce que nous sommes en train de faire. Et je voudrais te remercier personnellement
et remercier l'ensemble des participants pour cette table ronde et remercier la modératrice et tous les panélistes et féliciter également et tous ceux qui ont participé depuis ce matin. L'audience est là, ça part, ça revient, donc ça veut dire que le sujet est important. En tout cas, merci à tout le monde et grand bravo pour l'organisation, pour nos équipes qui organisent ça, l'équipe qui est en coulisses, notamment Djibril, Awa, Imen, Rachid et toute l'équipe Maya et autres. En tout cas, et bravo à nos étudiants du côté de Oujda qui ont travaillé sur le visuel et en participant et en accompagnant Djibril. En tout cas, merci à cher frère Rachid pour ton soutien, ton accompagnement. Et bientôt, je pense que c'est mon frère et mon ami Christian Jumelet du côté de la Côte d'Azur qui va venir. Comme j'aime bien le chamailler parce qu'au moment où nous autres, souvent, on a chaud, lui, il est toujours au chaud. Et au moment où nous, on a froid, il est au chaud. Donc, Christian, je pense que tu vas être bien talenté par Awa. Merci à tout le monde. Merci. Et puis, Fatima, je te relaisse la parole. Merci infiniment. Merci infiniment, M. Amadou. Je tiens à y remercier l'ensemble des intervenants et aussi pour le temps qui sont consacrés pour cet open mic-là. Espérons d'y avoir dans d'autres éditions avec plus de temps pour qu'on puisse en discuter plus. L'ensemble des aspects qui sont relatifs aux bonnes pratiques et défis de l'IA qu'on pourra y confronter, surtout au niveau de notre continent d'Afrique. Merci énormément.